Donc bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles pour venir voir ce webinaire. Donc ce webinaire, il va décrire le travail que j'ai fait durant mon stage de fin d'études ingénieur agronome pendant ces 6 derniers mois. Et donc je vais laisser Myrto présenter une première partie qui sera une partie un peu contexte du stage et ensuite j'enchaînerai sur la construction de l'indicateur de biodiversité puis du scénario de scénario mosaïque paysagère que euh, Myrto va vous introduire. Ouais, merci Zoé. Oui, donc juste pour resituer, Zoé a soumis son mémoire, la semaine dernière. Elle soutient lundi prochain. On a entre les 2 organisé aussi un atelier dont on va vous parler rapidement et donc ce webinaire, c'est l'occasion de vous présenter les travaux de Zoé. C'est aussi un tout petit peu une soutenance blanche, donc on est aussi preneuse de vos conseils, pour, heu pour améliorer un peu cette présentation. Je te laisse passer à la slide suivante, du coup, je pense pas que j'ai la main. Si j'y arrive. Que ça marche, ouais, c'est toujours galère la première. Parfait. Donc très rapidement, pour vous présenter le contexte du stage, donc le territoire, sur lequel on travaille, c'est celui que vous voyez sur la carte. Pour les intimes de Bicréative, on appelle ça la Pomme, c'est la plaine ouest de Montpellier. Et sinon, c'est une plaine, qui se situe entre Montpellier, qu'on aperçoit au nord-est, de la carte, et Sète qu'on aperçoit au sud-ouest. Et donc on est dans le cadre du projet Bicréative sur la réduction des phytos à l'échelle du territoire et le travail de Zoé se situe plus particulièrement dans le contexte, de ma thèse, en agronomie des territoires. Je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Et du coup, on est sur une démarche, en 3 grandes, étapes. Donc une première étape, plutôt de compréhension du territoire, comprendre ce qui s'y fait et qui a pris la forme, d'un diagnostic sociotechnique de la rédu de des différentes pratiques de réduction des phytos en vigne et aussi d'un panorama des initiatives que je vous présenterai un peu plus en détail après. Et ensuite, une phase de co-construction où là, on va travailler avec les acteurs. On a déjà commencé à travailler avec les acteurs sur 3 scénarios de réduction des pesticides et une troisième dimension qui est une dimension plus de prise de recul sur ce qui peut permettre, les transitions à l'échelle territoriale. Et donc, nous, on va vous parler un peu plus précisément de scénarios à l'échelle du territoire aujourd'hui. Et bien sûr, toutes ces différentes étapes, elles sont en interaction entre elles, elles se nourrissent entre elles, donc il y a on peut présenter les choses de façon linéaire, mais ça l'est pas forcément. Slide suivante, merci. Donc très rapidement, on est sur une démarche qui est quand même plutôt issue, de ce qui est ressorti de notre, travail sur le terrain, avec du coup ce panorama des initiatives qui nous a permis d'identifier plein d'initiatives intéressantes qui contribuent à la réduction des phytos sur le territoire. Slide suivant, merci. Et ça nous a permis de sélectionner, 3 stratégies à explorer, qui sont 3 visions qui nous semblent, avoir un potentiel intéressant pour réfléchir vraiment non seulement à la réduction des phytos, mais aussi au zéro phyto, donc dans une optique un peu plus systémique. On va vous les présenter un petit peu plus tard. Et donc tout ça, ça va se traduire derrière par la construction de scénarios de réduction des pesticides avec les acteurs du territoire. Donc si chacun des scénarios reprend ces 3 visions qu'on a identifiées sur le territoire et on utilise, l'outil Coquelicot pour construire ces scénarios. Donc c'est un outil, que Zoé présentera un peu plus tout à l'heure. C'est un outil, qui permet de créer des scénarios d'assolement sur la base, des cultures qui sont présentes sur le territoire, de leur mode de conduite et d'indicateurs qu'on définit et qu'on construit nous-mêmes. Et donc, pour vous replacer un tout petit peu le contexte, plus précis là du stage de Zoé, donc, avant l'arrivée de Zoé, on avait construit un scénario, enfin disons une représentation de la situation actuelle du territoire, sur la base des situations culturelles du territoire. On avait reconstruit certains itinéraires techniques et identifié les surfaces concernées par chacune de ces situations culturelles à l'échelle du territoire. On avait déjà défini ce qu'on allait faire dans les 3 scénarios et heu et donc on a aussi présenté 2 des premiers scénarios en atelier. Donc l'idée, c'est pour chacun des scénarios, on invite des acteurs, experts ou assez motivés, on va dire, par la question soulevée par le scénario et on les présente dans l'optique de les améliorer. Je te laisse passer,
Voilà. Donc on avait fait un scénario sur le potentiel de l'élevage pour la réduction des phytos sur le territoire, qui a eu lieu en juin. On a fait un autre scénario sur, le thème pleine nourricière, donc plus mobiliser le levier diversification pour l'alimentation humaine pour la réduction des phytos, qu'on a fait la semaine dernière. Et cette semaine, vous voyez déjà, il y a même 2 jours, l'atelier sur le scénario mosaïque paysagère et donc sur lequel, Zoé va vous parler un peu du cheminement pour arriver jusque-là. Et donc la dernière étape de ce travail, si tu parfait. La dernière étape de ce travail, c'est donc, suite à ces ateliers, d'améliorer les différents scénarios pour les présenter ensuite à un public plus large. On a déjà une date qui est calée, qui est le 3 décembre, prochain. Et donc sur ce, je vais laisser, Zoé déjà vous parler, de pourquoi on s'intéresse à la biodiversité sur ce territoire, comment elle a construit, c'est un indicateur biodiversité applicable à Coquelicot pour construire ce scénario mosaïque paysagère et puis on ira jusqu'au travail qui a été fait cette semaine, donc l'atelier. À toi. Merci Myrto. Alors, si ça va bien. Ouais, ok. Donc, comme l'a dit Myrto, donc moi je travaille sur le scénario mosaïque paysagère. Et donc ce scénario a été identifié parce qu'il y a un gros enjeu biodiversité sur la plaine ouest de Montpellier. Donc tout d'abord, c'est une zone de protection spéciale, enfin le site Fabrec-Poussant plus précisément, est une zone de protection spéciale, donc c'est un site Natura 2000 depuis 2006, et cette zone de protection spéciale, elle a été mise en place suite au recensement d'espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale et qui sont également protégées. Donc on a notamment l'outarde canepetière, dont elle fait l'objet enfin, oiseau qui fait l'objet d'un plan national d'action à l'échelle nationale. Mais on a également les pies-grièches. Donc, notamment, vous voyez en bas à droite la pie-grièche à poitrine rose qui a malheureusement disparu, mais qui faisait aussi l'objet d'un PNA. Et donc, cette plaine agricole, c'est également une plaine où on a une forte mosaïque paysagère et qui, du coup, va abriter de nombreuses espèces qui sont inféodées au milieu agricole. Donc, en plus des oiseaux, on retrouve notamment des reptiles comme le lézard osselet qui fait également partie d'un plan national d'action et plusieurs autres criquets et sauterelles. Donc les problématiques qu'on s'est posées, nous, au moment de construire cet indicateur-là, et donc plus tard le scénario, c'était d'abord une grosse question générale qui était de savoir comment identifier les pratiques agricoles adaptées pour construire un scénario d'assolement qui soit favorable à la biodiversité sur la plaine ouest de Montpellier. Donc, cette grosse question s'est déclinée en deux sous-questions, sous-problématiques, qui sont donc comment construire un indicateur de biodiversité qui soit pertinent, mais également facilement interprétable sur la plaine ouest de Montpellier. Et ensuite, quelles connaissances sont nécessaires pour construire un scénario de pratique agricole favorable à la biodiversité et qui soit aussi représentatif de ce qui se passe sur le territoire de la plaine ouest de Montpellier. Donc, déjà, je vais vous présenter l'outil de scénarisation Coquelicot dont Myrto a un peu parlé. Donc cet outil de scénarisation, c'est un outil collaboratif qui permet de modéliser les impacts de changements de pratiques agricoles à l'échelle d'un territoire donné, donc ici la plaine ouest de Montpellier. Et donc cet outil va générer des assolements de situations culturelles. Donc les situations culturelles, ce sont des cultures associées à des modes de conduite. Donc Myrto, dans son diagnostic sociotechnique, a identifié plusieurs modes de conduite, donc au nombre de 5, et 7 cultures qui sont ce qu'on retrouve sur la plaine. Donc pour les cultures, on a donc de la céréale, des friches. On a mis les friches ici en culture puisque ça représente une partie importante de l'assolement de la plaine ouest de Montpellier. Il y a ensuite de la luzerne, du maraîchage, des prairies, des cultures de pois chiches et de la vigne. Et pour ce qui est des modes de conduite, donc on a un mode de conduite raisonné, donc c'est plutôt un mode coopératif où rentrent dedans les grandes exploitations qui irriguent leur culture et notamment la vigne. Ensuite, on a un mode de conduite plutôt économe qui représente les agriculteurs qui sont plutôt indépendants, qui valorisent leur production en circuit court, qui ont des plus ou moins petites exploitations et qui vont vendre par exemple en cave particulière ou transformer directement sur la ferme. Et ensuite, on a deux modes d'agriculture biologique, donc qui correspondent plus ou moins au mode raisonné économe, mais en agriculture biologique. Un premier mode qui est l'agriculture biologique marge moins, donc qui représente les coopérateurs agricoles qui travaillent en bio, où on a également ici des grandes exploitations qui irriguent, mais qui sont en bio.
Ensuite, l'agriculture biologique marche plus, donc c'est plutôt des agriculteurs indépendants qui font une valorisation forte des produits et qui vont aussi avoir une marge d'expérimentation pour tester de nouvelles pratiques qui sont alternatives à ce qu'on connaît déjà. Et pour finir, donc le cinquième mode, qui est le mode élevage plus, donc ça correspond à un mode d'agriculture biologique marge plus, mais avec de l'élevage, donc avec du pâturage, notamment par exemple en vigne, du pâturage interrang ou du pâturage d'interculture, et du coup avec derrière de la valorisation en production de viande. Et ce que vous voyez donc à droite avec tout plein de couleurs, c'est l'assolement actuel de la plaine ouest de Montpellier. Donc on est sur une surface actuelle de 4320 hectares. Et chaque carré rectangle que j'ai un peu éclaté, ça représente chaque mode de conduite. Et à l'intérieur de chaque mode de conduite, on a donc les différentes cultures. Donc on peut voir que le mode économe et le mode raisonné sont ceux actuellement qui représentent le plus de surface. Et on a également beaucoup de vignes, un peu de prairies et après un petit peu de céréales et très peu de maraîchage et de pois chiches par exemple. Et on voit que la friche se situe donc en marron ici, dans le mode agriculture bio marge moins. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les étapes de construction de ce scénario. Donc il s'est fait en deux parties. Donc d'abord la construction de l'indicateur de biodiversité et ensuite la construction du scénario. Donc chacun se décline en 4 étapes. Et pendant ces 4 étapes, donc j'ai acquis plusieurs données donc, de deux façons, soit par la bibliographie, soit par les entretiens. Donc pendant la construction de l'indicateur, bibliographie et entretien étaient ce que j'utilisais le plus. Et ensuite, pour la construction du scénario, j'ai surtout utilisé de la bibliographie pour identifier les contraintes, donc je vous développerai par la suite, mais très peu d'entretien. Pour la bibliographie, donc c'était surtout composé d'articles scientifiques, mais également d'articles de littérature grise, surtout de la littérature qui est propre au territoire, avec notamment les inventaires faunistiques quand je me suis intéressée aux espèces, et également le document d'objectif, par exemple, ou alors des documents propres aux itinéraires techniques agricoles. Et j'ai aussi rédigé une synthèse bibliographique dans la première partie de mon stage, surtout avec des articles scientifiques pour tout ce qui était tout ce qui précédait la construction de mon indicateur pour voir ce qui existait déjà comme indicateur de biodiversité et, euh, et comment construire le mien derrière. Pour les entretiens, donc, qui sont en nombre de 15, c'était tout le temps des entretiens semi-directifs, la plupart du temps en visioconférence, mais j'en ai fait quelques-uns en présentiel, donc j'en ai fait 2 en présentiel. Et j'ai contacté donc 7 organismes différents, donc notamment le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie, la Ligue de protection des oiseaux, donc l'antenne plutôt Hérault, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, l'INRAE, donc ça c'était plutôt des chercheurs que j'ai interrogés ici, l'ONG Noé, qui est une association qui a développé un indicateur de biodiversité, la métropole de Montpellier, donc troisième métropole, Montpellier, pardon, Méditerranée Métropole, et la Caisse des dépôts biodiversité. Donc maintenant, je vais vous parler de la construction de l'indicateur. Donc première étape, ça a été les choix préliminaires. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai identifié par la bibliographie et des entretiens des choix préliminaires à faire avant de construire l'indicateur pour poser une base. Donc je me suis inspirée de 4 indicateurs biodiversité qui ont déjà été créés. Et grâce à ça, donc j'ai défini déjà c'est ça, la base de mon indicateur. Donc l'indicateur de biodiversité des territoires agricoles que je construis, il va évaluer seulement la biodiversité des espèces d'un territoire. On ne s'intéresse pas, par exemple, à la biodiversité des écosystèmes ou génétique. Ça va être un indicateur agrégé, c'est-à-dire qu'il va être composé lui-même de plusieurs indicateurs. Et ces indicateurs vont être la plupart du temps des indicateurs de cause. Donc c'est des indicateurs liés directement aux pratiques agricoles et qui représentent l'impact d'une pratique agricole spécifique sur la biodiversité. Cet indicateur, il est construit en partenariat avec le CEN Occitanie, mais également, donc, je me suis pas mal entretenue avec la LPO et la métropole de Montpellier, plus que les autres acteurs dont je vous ai parlé précédemment. Et enfin, cet indicateur, il est à l'échelle du territoire, mais aussi de la parcelle, et il est sur une échelle spatiale d'un an. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième étape de construction de l'indicateur, qui est le choix des taxons.
Donc, pour l'indicateur de biodiversité, on a choisi d'identifier des taxons, donc c'est des groupes d'espèces. Et ce choix s'est fait en fonction de plusieurs critères. Donc déjà, l'enjeu de ce taxon sur la plaine de Montpellier, par exemple, les oiseaux ont un enjeu fort du fait de la présence de la ZPS, donc la zone de protection spéciale. Leur place ensuite dans la chaîne trophique, puisque je me suis intéressée aux taxons, et pour les choisir aussi à leur place donc, dans la chaîne trophique, dans le réseau alimentaire, par exemple, par rapport aux oiseaux. Je vais vous montrer maintenant. Par exemple, je me suis intéressée aux ressources alimentaires des oiseaux, qui sont les reptiles et les insectes. Et ensuite, ces taxons, il fallait qu'ils soient présents dans le milieu agricole et qu'ils soient donc impactés par les pratiques agricoles. Donc un premier choix a été fait, que vous voyez ici. Euh, donc ce premier choix, donc on est parti des oiseaux. Ensuite, j'ai regardé donc les ressources alimentaires de ces oiseaux, qui sont principalement les reptiles et les insectes. Et dans la même idée, j'ai regardé donc ressources alimentaires des insectes, qui est surtout la flore, et ensuite la faune du sol. Donc on redescend comme ça en gradient. Et chacun est impacté par les pratiques agricoles de la plaine de Montpellier. Et les chauves-souris sont également ressorties dans les entretiens et dans la bibliographie, puisque ce sont de très bons indicateurs de la mosaïque paysagère. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de les avoir. Sauf qu'après entretien et après entretien avec des experts naturalistes et des chercheurs, donc ça faisait beaucoup de taxons pour un indicateur. Et aussi, les chauves-souris sont encore... il n'y a pas beaucoup d'études encore dessus, donc j'allais pas trouver énormément d'informations, surtout liées aux pratiques agricoles. C'est pourquoi donc j'ai choisi de regrouper chauves-souris, insectes et flore en juste insectes, puisque les insectes étant la ressource alimentaire des chauves-souris et la flore étant la ressource alimentaire des insectes, les pratiques agricoles qui vont impacter les insectes vont indirectement impacter les chauves-souris et la flore. Et donc, par validation de mes encadrants, mais également des entretiens, j'ai choisi de faire ce regroupement-là. Ce qui fait qu'à la fin, on n'avait plus que 4 taxons pour constituer mon indicateur. Donc, les oiseaux, les reptiles, les insectes et la faune du sol. L'étape d'après était de lier ces taxons-là à des pratiques agricoles concrètes qui les impactent de manière directe, c'est-à-dire physiquement, et de manière indirecte. Donc, c'est quand les pratiques agricoles impactent plutôt l'habitat ou les ressources alimentaires. Ce qui nous a donné donc cette structure, donc ça fait un peu beaucoup là, de vision comme ça, mais je vais vous expliquer. Donc, premièrement, on part de notre indicateur de biodiversité des territoires agricoles, qui est l'indicateur de biodiversité que je voulais développer. Ensuite, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est agrégé. Donc, on a un indicateur oiseau, un indicateur reptile, insectes et faune du sol. Et à chaque indicateur, j'ai identifié les pratiques agricoles qui les impactaient, les principales pratiques agricoles. Donc, on voit que pour chaque indicateur taxon, les produits phytosanitaires reviennent à chaque fois, mais également la présence de couverts d'intérêt faunistique, donc pour éviter d'avoir des sols nus, mais également des couverts qui soient favorables aux animaux. La présence d'infrastructures agroécologiques et ensuite destruction des couverts pour certains, vendange pour d'autres et fertilisation, pardon, et travail du sol pour l'indicateur faune du sol. Quatrième étape, donc le système de notation. Donc l'idée, c'était de lier les pratiques agricoles précédemment identifiées aux situations culturelles dont je vous ai parlé au début, et ensuite de convertir ces pratiques agricoles en notes. Mais premièrement, je vais vous expliquer ce premier tableau. Donc, on a pour chaque situation culturelle défini un itinéraire technique composé des pratiques agricoles que j'ai identifiées précédemment. Et donc ça a été fait via une recherche bibliographique surtout. Donc l'idée, c'était de dire, par exemple, pour une luzerne en mode de conduite biologique marge moins, quelle est la valeur de l'IFT herbicide qui représente l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on a cherché les valeurs comme ça. Et j'ai fait ça pour toutes les pratiques. Donc le travail du sol, pareil. Quel est le travail du sol pour une luzerne en agriculture biologique marge moins, etc. Et ensuite, ces valeurs qui étaient qualitatives ou quantitatives, il fallait leur donner une note qui était dont on a choisi qu'elle serait qualitative. Pour ça, j'ai fait une grille de notation qui va de 0 à 3.
Donc, ces notes, donc la note de 0, ça correspond à un impact très défavorable pour la biodiversité. Et 3, ça correspond à à un impact favorable, enfin même très favorable pour la biodiversité. Cette grille de notation a été faite du coup en identifiant des valeurs seuil de pratique pour qu'on puisse dire un IFT herbicide par exemple de 0, c'est très favorable pour la biodiversité, donc on lui attribue la note de 3. Pareil pour un travail du sol en semi-direct, donc il n'y a pas de labour ni de travail du sol superficiel, donc c'est une note de 3. Par contre, un travail du sol où il n'y a que du labour, c'est une note de 0. Cette notation a ensuite été appliquée à notre premier tableau ici, ce qui nous a donné des notes pour chaque pratique agricole et pour chaque situation culturelle. À la fin, on faisait une moyenne de ces notes pour avoir la note de l'indicateur. Donc, par exemple, pour les pratiques agricoles impactant les oiseaux, on a fait une moyenne de chaque valeur des situations culturelles pour obtenir la note pour l'indicateur oiseau. Donc là, une luzerne en marge moins, par exemple, ça va avoir une note de 2 pour l'indicateur oiseau, par exemple. Et ici, on a voulu appliquer un effet milieu taxon, puisqu'il y a des milieux, donc ici les cultures, qui sont plus favorables à certains taxons plus qu'à d'autres. Et donc, on a ici affiné la note en fonction des cultures et des taxons. Et finalement, donc, on a obtenu notre matrice, ce qu'on appelle une matrice technique, où là, on voit les notes pour chaque indicateur, pour chaque indicateur et chaque situation culturelle. Donc, on voit que la luzerne bio marge moins une note de 2 pour l'indicateur oiseau, 2 pour l'indicateur reptile, etc. Et ces notes ont ensuite été additionnées pour obtenir l'indicateur de biodiversité. Donc, on a juste choisi ici de faire une addition toute simple. Et les notes vont ensuite de 0 à 12, pardon. Donc, 12 étant la situation culturelle la plus favorable pour la biodiversité et 0 étant celle la moins. Donc, on voit ici que 12, c'est la friche, sans surprise. Mais on voit également que les modes de conduite élevage plus ont une note assez haute. Donc les prairies élevage plus, par exemple, ont ont une note de 11 pour l'indicateur, l'indicateur biodiversité a une note de 11 pour les prairies élevage plus. Mais pour les vignes élevage plus, on voit ici une note de 9, la luzerne élevage plus 8. Donc on voit ici que ce mode de conduite-là est assez vertueux pour la biodiversité. Donc, maintenant, on va passer à la construction du scénario de pratique agricole. Donc, toutes les notes que je vous ai montrées précédemment, il fallait les inclure dans l'outil Coquelicot. Et ensuite, pour rendre le scénario réaliste, nous avons appliqué des contraintes sur donc, soit les indicateurs, soit les surfaces, soit la production. Et ces contraintes-là, en fait, ce sont des facteurs qui peuvent influencer l'évolution des changements de pratique. Par exemple, nous, dans notre scénario, on veut un assolement qui soit le plus favorable à la biodiversité, mais il faut également, pour que ce scénario soit réaliste, que ce soit viable économiquement parlant. C'est pourquoi on a ajouté des contraintes sur les indicateurs. Donc, sur 7 indicateurs, on a ajouté des contraintes. Par exemple, sur l'indicateur alimentation autre, qui est un indicateur qui a été développé par Myrto précédemment, qui représente l'alimentation végétale, mais hors maraîchage. On a mis une certaine note pour que l'assolement y produise quand même assez pour nourrir une personne avec l'assolement généré. Et pour ce qui est plutôt de la biodiversité, donc on a maximisé l'indicateur biodiversité, histoire d'être sûr d'avoir un assolement qui est le plus vertueux possible pour la biodiversité. Mais également, on a mis quelques petites précisions, surtout concernant, là, par exemple, l'indicateur part des infrastructures agroécologiques. Donc, on a fixé cette part à 20% pour que... et cette valeur est une valeur qui a été recommandée par des chercheurs pour que pour qu'on ait 20% en fait d'infrastructures agroécologiques à l'échelle du territoire. Ensuite, on a appliqué des contraintes sur les surfaces, donc sur nos 7 cultures. Donc pour chaque culture, on a mis un minimum et un maximum. Ici, c'était également pour que le territoire reste viable, mais également pour qu'on maintienne une mosaïque paysagère
dont la diversité des cultures fait partie, puisque si on ne mettait pas ces contraintes-là, par exemple, l'outil de scénarisation nous, nous mettait un assolement avec que de la friche et que du maraîchage, puisque le maraîchage étant la culture la plus rentable et donc qui nourrit aussi le plus de monde, euh, le coquelicot ne nous mettait que la friche et le maraîchage, sauf que c'est pas viable déjà, enfin, économiquement parlant, c'est pas très viable. Et également, on perd toute la diversité qu'on avait au début avec toutes les cultures différentes. Et après avoir mis ces contraintes, donc on a demandé à Coquelicot de générer l'assolement. Donc là, on a un avant-après. Donc le premier assolement, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui correspond à l'assolement actuel de la plaine ouest de Montpellier. Et on voit que le deuxième, c'est l'assolement futur que nous a généré Coquelicot et qui correspondrait à l'assolement le plus favorable pour la biodiversité. On voit ici qu'on n'a plus que 3 modes de conduite. Par rapport à avant, on en avait 5. Et on voit également que la prairie et les céréales, enfin, les surfaces en prairie et céréales ont beaucoup augmenté par rapport à la vigne qui, elle, a diminué. Et ensuite, on voit également que la luzerne a pas mal évolué aussi. Enfin, la surface a beaucoup augmenté. Et tout comme la surface en pois chiches, donc que vous avez en bas, et la surface en maraîchage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mode élevage plus ressort comme le mode principal sur cet assolement, alors qu'avant, il était vraiment enfin, il était quand même plutôt marginal. Donc, on voit ici que cet assolement, enfin, ce mode-là serait un peu celui qui est le plus vertueux en plus des modes d'agriculture biologique. Maintenant, je vais vous développer, enfin, on va rentrer un peu plus dans l'analyse des données. Donc, à gauche, on voit l'évolution de la surface totale de chaque culture. Donc, ça revient un peu sur ce que j'ai dit précédemment, où on voit que ici, la vigne a diminué de plus de moitié, la luzerne a augmenté de 50% à peu près, les céréales ont augmenté d'environ un tiers, les pois chiches ont légèrement augmenté, mais ça reste quand même assez marginal par rapport au reste. La friche a pas, la surface en friche n'a pas bougé, mais parce qu'on a demandé au scénario enfin, à l'outil de la garder à l'assolement qui est actuel, parce qu'on ne veut pas non plus que la friche prenne une trop grosse place sur cet assolement-là. Et on voit ensuite que les prairies ont augmenté également, et le maraîchage qui est resté à peu près stable. Ensuite, à droite, vous voyez l'évolution des différents indicateurs. Donc, il y a les indicateurs que j'ai créés donc, sur la partie haute de la diapo. Et la partie basse, c'est plutôt les indicateurs que Myrto a créés, elle. On voit que donc, la surface labourée, donc c'est un indicateur que j'avais rajouté dans l'objectif de diminuer au plus les surfaces labourées. Donc, on voit que là, elles ont énormément diminué. On voit aussi que les IAE ont augmenté, tous les indicateurs, donc biodiversité et taxon, ont également beaucoup augmenté. Et l'indicateur insecte, on voit qu'il a plus augmenté que les autres. Cela est sûrement dû au fait qu'il y a plus de pratiques agricoles qui vont impacter ce taxon-là que pour les autres. Et enfin, donc sur la figure 5, on voit que l'alimentation liée à l'élevage augmente énormément, donc plus de 200%. Et c'est dû au fait qu'elle était très faible sur l'assolement actuel, et également que le mode de conduite élevage plus, comme on l'a vu précédemment, a pris une place importante dans le nouvel assolement. Et ensuite, on voit qu'il y a une augmentation du circuit court, de la valorisation, de la compétition feed food, qui est la compétition entre alimentation humaine et alimentation animale. Et on a une diminution de l'alimentation autre, qui est donc l'alimentation végétale autre que le maraîchage. Mais ça, c'est dû au fait qu'on l'a contraint dans le scénario. Et aussi, oui, on a eu une réduction forte des IFT, donc moins 100% sur les IFT, les indices de fréquence de traitement, donc qui reflètent l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est dû au fait qu'on a donc plus qu'un mode élevage plus et des modes d'agriculture biologique où il n'y a quasiment pas d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc on arrive enfin à l'atelier, donc qui est la dernière
un peu l'aboutissement de la création de ce scénario-là. Donc, on a fait il y a 2 jours avec la LPO, le Conservatoire d'espaces naturels et la CIVAM. Donc cet atelier a eu pour but de présenter le scénario qu'on avait fait et donc tout le déroulement de sa construction comme je vous l'ai présenté ici, mais également de discuter autour de la spatialisation des assolements obtenus. Donc cette discussion, on l'a fait autour d'une carte de la plaine ouest de Montpellier que vous pouvez voir ici, hop, ici, sur laquelle j'avais représenté les zones humides potentielles, puisque c'est aussi une contrainte qui est malheureusement arrivée qu'en fin de stage, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avant, mais qui est une contrainte assez importante du territoire, qui est qu'il y a beaucoup de zones humides potentielles dessus, et du coup, il faut adapter aussi les assolements à ces zones humides-là et à leur position sur le territoire. Donc les apports de cet atelier, c'était que donc le scénario proposé a été plutôt validé, donc ce qui est assez encourageant. Les discussions ont été très riches avec chaque personne qui était présente et on a identifié des patchs de culture, ouais, des patchs principaux de culture où en fait ces patchs étaient composés d'une culture principale et après des autres cultures et voir comment on agençait ces cultures avec cette grosse culture et aussi avec la présence de zones humides. Par exemple, ce qui est ressorti, c'est il n'est pas possible de mettre, par exemple, des vignes juste à côté d'une zone humide, mais de mettre une bande tampon entre les deux qui pourrait correspondre, par exemple, à une prairie. Et pour finir, cet atelier a permis aussi d'identifier des pistes pour concilier agriculture et biodiversité, ce qui est assez encourageant ici également. Après, les grandes limites, ça a été qu'on manquait un peu d'experts agronomiques. La représentante de la CIVAM apportait un petit peu ce côté agronomique-là. Et elle a fait également ressortir le fait que quand on va présenter ce scénario à des acteurs du monde agricole, il faudrait bien l'amener euh, dans le sens où on a présenté ce scénario à des personnes qui étaient assez sensibilisées à la biodiversité et le public qu'on verra après, public du monde agricole, l'est peut-être un peu moins, donc il faudra faire attention aussi à comment on amène ce scénario. Et enfin, donc, pour conclure, euh, donc ce stage enfin, au niveau des apports de ce stage, donc, je suis déjà très contente d'avoir abouti au scénario des pratiques agricoles et d'avoir construit l'indicateur, qui est un indicateur pour un territoire assez précis et correspondant aux enjeux présents sur la plaine ouest de Montpellier. Cet indicateur, donc, j'ai réussi à l'intégrer à Coquelicot, donc à le modéliser en fonction. Donc, il est utilisable maintenant dans l'outil. Et comme je l'ai évoqué dans la diapo précédente, on a identifié des pistes concrètes pour concilier agriculture et biodiversité euh, qui restent à affiner, mais c'est déjà une première étape. Donc les limites sont ici le manque de connaissances agronomiques précises, notamment lorsque j'ai construit les itinéraires techniques par situation culturelle, je me suis beaucoup basée sur la bibliographie, ce qui fait que c'est des fois des valeurs qui sont pas n'ont pas été mesurées à l'échelle du territoire de la Plaine-Ouest, mais un territoire plus grand, parce que je trouvais pas de valeur euh, sur le territoire de la Plaine-Ouest de Montpellier. Donc, ça vaudrait le coup d'aller creuser un peu plus de ce côté-là. Il manque également des pratiques agricoles dans les itinéraires techniques. Donc, c'est assez ressorti lors de l'atelier, notamment les traitements vétérinaires. On a vu que le mode de conduite élevage plus ressort énormément, mais ça peut apporter une limite sur le fait que ces élevages peuvent être traités et du coup ça peut avoir un impact sur la biodiversité derrière. Et pour finir, pour les limites, l'indicateur ici, il n'a pas été pondéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'un indicateur taxon était plus important qu'un autre. Peut-être que ça vaudrait le coup de le faire, euh, mais ici on a choisi juste d'agréger, donc juste de faire une moyenne et de les considérer à peu près tous au même niveau, sans impact plus important de l'un par rapport à l'autre. Et ensuite, les perspectives donc, de ce projet. Donc, voir si un indicateur pondéré, ce serait plus pertinent ici, mais aussi acquérir des connaissances agronomiques auprès d'agriculteurs du territoire ou de conseillers agricoles, et également intégrer d'autres enjeux, comme l'enjeu eau,
qui a été représenté par les zones humides lors de l'atelier, puisque c'est un enjeu assez important qu'on n'a pas représenté ici et qui rendrait ce scénario plus réaliste. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre attention et si vous avez des questions ou remarques, c'est avec plaisir que je les prendrai pour améliorer